Mohamed Ndoye, leader politique, ancien ministre de l'Éducation, parlons un peu du parrainage. Ce processus de parrainage, théoriquement, il était proposé pour rationaliser les candidatures. Mais à l'arrivée, on se rend compte que non seulement il y a d'énormes difficultés, mais aussi on a quand même toujours une flopée de candidatures, malgré l'objectif qui était de rationaliser les candidatures. Quel va être alors l'avenir du parrainage? Franchement, il m'est difficile de répondre sur l'avenir du parrainage. Ce que je sais par contre, et ça je le dis très sincèrement, c'est qu'il nous faut trouver un moyen de filtrer les candidatures. Nous avons besoin de cela. Nous ne pouvons pas avoir autant de candidatures pour un petit pays, parce que même les grands pays n'ont pas autant de candidatures. Nous ne pouvons pas. Alors donc, il nous faut trouver un moyen. Est-ce que le parrainage, tel qu'il se déroule, est le meilleur moyen de le faire? Ça, c'est loin d'être évident. Parce que jusqu'ici, je dis jusqu'ici, le parrainage n'a jamais été réalisé dans des conditions donnant satisfaction. Jusqu'ici. Même pour les gens comme moi qui ne sont pas des candidats. Alors, donc, il nous faut revoir le parrainage. Soit on revoit selon ses modalités, soit on revoit sur autre chose. Mais moi, je serais bien, par exemple, d'accord avec une limitation très claire du nombre de candidats. De dire, bon, je donne comme ça, hein, ce n'est pas nécessairement le bon chiffre. On dit, on a 4 ou 5 candidats. Maintenant, on trouve un système où les 5 premiers seront retenus, et puis c'est tout. Vous forcez tout le monde oui, au regroupement. C'est les 5 premiers qui seront retenus. Ils seront obligés de se regrouper. Oui, oui, mais on verra quel est le système, mais en tout cas, c'est les 5 premiers qui seront retenus. Et à ce moment, nous, on est sûr, au moins, d'avoir rationalisé les élections présidentielles. Parce que sinon, on peut trouver beaucoup de choses, mais si les candidats obéissent aux conditions qui sont posées, on est obligé de les prendre. Mais si à l'avance, il y a la limite, en disant, maintenant, le système que nous proposons sera un système sélectif qui va conduire à 5 candidats, pas plus. Et donc, on prendra les 5 premiers dans le système de concurrence qu'on mettra en place. Voilà. Alors, d'aucuns pensent même qu'il y aurait des chevaux de Troie parmi cette myriade de candidatures, des chevaux de Troie au service du candidat du pouvoir, Amadou Ba. Vous en pensez quoi? Non, je crois qu'il peut y avoir beaucoup de choses, parce que la dispersion des voix peut être favorable plutôt à un candidat qui veut aller au second tour, normalement. Par contre, un candidat qui veut gagner au premier tour, essaie plutôt de resserrer les voix. Oui. Est-ce que le peuple sénégalais est en droit d'attendre de la CEDEAO dans cette situation très précise au Sénégal? Parce qu'on l'accuse souvent de laisser des situations pourrir avant de venir. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'elle? Ce qu'on attend de la CEDEAO, c'est des positions aussi fermes que celles prises contre le Mali, contre le Niger et contre le Burkina Faso, voire même contre la Guinée. Il faut que la CEDEAO réserve le même traitement au gouvernement sénégalais, à Macky Sall, qu'aux autres qui ont fait des coups d'État, y compris avec les sanctions qui ont été prises. Ah oui, les embargos et tout. Il faut toutes les sanctions. Tout le paquet qu'on a. Mais bien entendu, s'il refuse de se plier, il doit avoir tout le paquet comme ceux qui ont refusé de se plier. Oui. Il doit avoir tout le paquet. C'est ce qu'on attend de la CEDEAO. Parce que sinon, la CEDEAO va perdre sa crédibilité. Et déjà, en entendant les gens parler ici et là,
déjà les gens s'interrogent sur les positions de la CEDEAO au Sénégal. Je ne parle pas des autres pays, mais au Sénégal même. Et c'est pourquoi la CEDEAO joue toute sa crédibilité sur le cas sénégalais. Parce que si elle n'intervient pas comme elle est intervenue dans les autres cas, la CEDEAO n'aura plus aucune crédibilité. Et avec le départ des 3 États du Sahel, la CEDEAO risque de s'effondrer. C'est ça. Mais les gens vous rétorqueront que ce ne sont pas les mêmes situations parce que dans les autres pays, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Le problème, ce n'est pas un problème de militaires. Le problème, c'est un problème de légitimité. Militaire ou pas, c'est un coup de force. C'est un coup de force. Comme dans le cas d'Alpha Condé. C'est un coup de force. Que ce soit avec l'armée ou sans l'armée, c'est un coup de force. C'est illégal. C'est anticonstitutionnel. Et le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ce qui est exigé de ces pays-là. Et ce qu'ils doivent exiger du Sénégal, c'est aussi le retour à l'ordre constitutionnel. C'est la même exigence qui doit être là. Quand est-ce que le peuple va se décider aussi? Est-ce que le peuple attend peut-être le 2 avril après? Oui, c'est-à-dire, je pense que le peuple actuellement est certainement indigné. Et je crois que chacun peut le sentir partout. Mais le peuple doit avoir une réaction organisée. Sinon, on se lève et on brûle tout. Et ça aussi, ce n'est pas la réaction attendue. Se lever et tout brûler. C'est pourquoi ce sont les forces démocratiques du pays qui doivent prendre leurs responsabilités. Et la première responsabilité de ces forces démocratiques, c'est d'abord de se rassembler, de se réunir, d'échanger et de définir une stratégie de lutte et d'appeler le peuple à soutenir cette stratégie de lutte. Et de ce point de vue, c'est cela aujourd'hui qui n'est pas encore en place. Les organisations syndicales sont aujourd'hui intéressées à la démocratie. Parce qu'on n'est pas dans une lutte partisane. Nous ne sommes pas, et ça aussi il faut le clarifier, nous ne sommes pas dans une lutte partisane. Le respect de la Constitution, sauver la souveraineté du peuple, sauver nos acquis démocratiques. C'est pour cela que nous nous levons. Nous ne nous levons pas pour un parti ou contre un parti. Et donc, ce discours doit être tenu d'abord très clairement par les forces démocratiques. Oui. Ensuite, les organisations syndicales, je les mets en premier. Les mouvements citoyens, les organisations patronales, les organisations des différentes professions économiques, les partis politiques, tous doivent se réunir pour discuter de la stratégie de lutte et une fois qu'ils ont le consensus sur cette stratégie, mutualiser leurs propres forces et appeler le peuple à les soutenir. Et à ce moment-là, la véritable lutte va commencer. Mais vous ne pouvez pas de manière spontanée là demander, on parle du peuple, le peuple. Ça veut dire chacun, allez, c'est l'anarchie totale qu'on demande ou quoi? Parce que j'entends déjà, le peuple n'est pas... Quel peuple? Vous voulez que chacun aille faire ce qu'il veut? Il faut être organisé pour gagner la bataille. Mais non, chacun ne peut pas se lever pour faire ce qu'il veut. Ce sera l'anarchie totale dans le pays. Ce sera le chaos dans le pays. Il faut que les organisations démocratiques soient là et s'organisent, mutualisent leurs forces
et mobilise maintenant le peuple dans une direction de lutte qui soit claire et nette pour tout le monde et acceptée. Alors, vraisemblablement, même dans son camp, cette décision n'est pas bien vue. Mais je dois vous dire très clairement, parce qu'il y a des gens avec Macky Sall qui ont gardé au moins une fibre démocratique. Et les gens qui ont gardé une fibre démocratique dans le cadre de Macky Sall ne peuvent pas rester dans cette forfaiture contre la démocratie. Et ceux-là seront obligés de dire quel est leur sentiment et prendre position publiquement pour ne pas être entraînés dans le naufrage de Macky Sall. Maintenant, les petits opportunistes, évidemment, resteront jusqu'au bout. Ceux qui ont cette fibre démocratique, patriotique, c'est l'exemple de Latif Coulibaly qui a démissionné. En tout cas, il a montré qu'il y a une limite. À ne pas franchir. Oui, c'est ce qu'il a montré. Et pour lui, sa limite est arrivée. Et il l'a dit publiquement. Mais il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres. Eva Maricol, quand même, qu'on l'oublie souvent, qui a dirigé le syndicat de la santé, qui est un syndicat démocratique, le SUDSAS à l'époque, aussi a pris position très clairement, publiquement. Et je m'attends à ce que d'autres prennent aussi position publiquement. Et il n'y aura, comme je l'ai dit, que les petits opportunistes sans âme qui vont suivre Macky Sall. Donc ça veut dire qu'au fil du temps, Macky Sall finira par être isolé parce que les gens vont le lâcher de gauche à droite. Je crois qu'il est déjà isolé. Oui. Il l'est déjà. Il l'est déjà parce qu'il y a des décisions quand on les prend, ceux qui viennent les assumer avec vous, il y en a très peu. Et Macky Sall est dans cette situation. Vous avez peur pour le Sénégal? Tout le monde a peur. Nous sommes sur une pente dangereuse. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il suffit d'un réveil populaire pour qu'on entre dans le chaos. Et ce réveil populaire spontané, nous aussi, nous devons tout faire pour l'éviter. Parce que ça nous fait entrer dans le chaos. Personne ne sera plus maître de quelque chose. Et on ne sait pas quand on entre dans le chaos, quand on va s'en sortir. On a vu des pays qui sont entrés dans le chaos. Une fois que vous êtes dedans, vous ne savez pas quand vous allez vous en sortir. Et c'est pourquoi les gens qui poussent à une réaction spontanée du peuple, moi, je n'en fais pas partie. Je suis pour une conduite rationnelle et efficace de la lutte. Organisée, mais pas spontanée et anarchique. Alors, indépendamment de notre organisation, l'organisation supranationale qu'est la CEDEAO, est-ce que vous pensez que la communauté internationale aussi doit réagir avec beaucoup plus de fermeté, y compris même en sanctionnant le gouvernement actuel? Peut-être qu'on ira vers ça, mais je crois aussi que les gens ne sont pas toujours raisonnables. Le problème d'un pays, c'est d'abord les forces internes qui doivent régler le problème. Les forces externes peuvent pousser, aider et tout cela, mais l'essentiel doit venir des forces internes. Et je vous le dis ici, la réaction de la communauté internationale dépendra de notre propre réaction ici. S'ils voient que les gens se soulèvent, organisent et luttent, leur réaction deviendra plus ferme. S'ils voient que rien ne se passe... Parce qu'ils vont être accusés d'ingérence. Ah, mais bien sûr, s'ils voient que rien ne se passe. Mais moi, en tout cas, personnellement, je dois dire déjà que ce que j'entends me réconforte. Parce que si on lit à travers l'expression diplomatique, parce qu'il ne faut pas oublier cela, il y a toujours des précautions diplomatiques qui sont prises. Et si on voit le fait
d'exprimer une préoccupation profonde. Quand au niveau international, on dit qu'on exprime une préoccupation profonde, c'est une véritable condamnation. Ou bien une profonde inquiétude. Oui, c'est une condamnation. C'est une condamnation si vous enlevez la précaution diplomatique. C'est une condamnation. Et c'est comme ça que je lis pour le moment les réactions au plan international. Les réactions au plan international, pour moi, condamnent Macky Sall. Il n'y a pas une seule réaction qui soutient Macky Sall. Mais elle condamne. Alors, il y a une autre analyse selon laquelle, en vérité, le cheval que le président Macky Sall a positionné pour la course ne semble pas être performant pour gagner la course. Donc, il crée cette situation afin de pouvoir changer de cheval. Je parle du Premier ministre Amadou Ba. Le problème, il est dans Macky Sall même, il n'est pas dans son candidat. La première chose, si vous l'avez bien observé, Macky Sall a choisi un candidat et l'a mis sous l'éteignoir. Il organise des manifestations, des inaugurations, des tournées, et tout cela, c'est lui qui apparaît et son candidat est mis sous l'éteignoir. Tout le peuple sénégalais peut observer cela. Alors, est-ce son candidat? C'est la grande question qui s'est posée. Ça, c'est le premier aspect. Il n'a pas mis son candidat. On a vu dans les pays où le président en place voulait promouvoir un candidat, tout ce qu'il a fait pour que ce candidat soit promu. Moi, j'ai assisté à la promotion de Bazoum à l'époque, mais on voit tout ce que le président Youssoufou a fait pour que Bazoum soit visible, aille partout et tout cela. Et que lui, ça en arrière. Mais voilà. Mais ici, on a exactement le contraire. On met le candidat sous l'éteignoir. Et moi, j'apparais comme si c'était moi le candidat. Bon, ça, c'est le premier problème. Mais un deuxième problème, toujours dans cette candidature-là, c'est que Macky Sall, quel que soit le candidat qu'il choisit, le fait même qu'il l'ait choisi est un handicap pour le candidat. Ah oui, pourquoi? Parce que lui-même, aujourd'hui, c'est lui-même qui fait l'objet d'un rejet. C'est Macky Sall lui-même qui fait l'objet d'un rejet. Donc tout ce qu'on assimile à son candidat à lui n'a pas de chance de gagner les élections. Quel que soit le candidat. C'est-à-dire fût-il lui-même. Je vais jusque-là. Fût-il lui-même. La question essentielle, c'est qu'on ne devait pas reporter les élections. Que celui-là ait intérêt ou pas, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'on ne devait pas les reporter. La Constitution ne permet pas de les reporter. La légitimité de l'élection ne permet pas de les reporter. La souveraineté du peuple qui s'exerce périodiquement de manière réglée par notre Constitution ne le permet pas. Voilà. Mamadou Ndoye, on va parler à présent, malheureusement, mais des assises nationales, parce que ce rapport, le travail des assises nationales a été mis en scène dans le cadre de cette présidentielle qu'on attendait vraiment le 25 février prochain. Malheureusement, ce qui est arrivé, bon, mais on va quand même en parler. Alors, le pacte de bonne gouvernance nationale qu'on a fait adopter aux candidats, il se trouve que c'est 12 sur 20 ou 19 candidats qui ont finalement signé le document. On se demande pourquoi les autres ne l'ont pas fait. Alors que je crois savoir que les conclusions de ces assises nationales et les recommandations de la CNRI sont vraiment un gouvernail, une boussole pour le prochain président. Est-ce que vous comprenez que tout le monde ne soit pas venu signer? En tout cas, ce que je peux dire en tant qu'initiateur, c'est que lorsque nous avons initié, c'était en direction de tous les candidats sans exclusive, y compris le candidat du pouvoir. Parce que nous estimions
que ce qui doit régir notre vie, notre vivre ensemble, dans le présent et dans le futur, quel que soit le candidat qui prendra le pouvoir, il doit l'appliquer. Et c'est pourquoi nous sommes adressés à tous les candidats sans exclusion. Il y a aussi les questions de temps. Il faut dire que cette initiative a été contrainte aussi par le temps. Nous étions presque à la veille de la campagne électorale. Et il fallait faire les bouchées doubles pour arriver à quelque chose. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Mais nous n'avions pas fini le processus pour nous. Parce que pour nous, après les premières réponses que nous avons reçues et qui ont signé, nous devions aller voir individuellement, parler et obtenir éventuellement son adhésion à l'initiative. Et si on avait fait ce processus, j'aurais pu vous répondre. C'est-à-dire vous dire ce que tel candidat ou tel candidat a eu comme objection contre notre initiative. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu un seul candidat qui nous a dit nous avons telle objection ou telle objection. Si cela avait été fait, ça veut dire que ainsi vous auriez pu éventuellement persuader ceux qui étaient réticents. Ils nous auraient dit pourquoi, et nous, on leur aurait expliqué pourquoi ils doivent signer. Parce que nous ne mettons pas en cause ni leur option politique, ni leur option économique, ni leur option sociale. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde soit d'accord sur les règles de notre vie commune. Alors, je me rappelle en 2009, lorsque ces travaux ont été initiés, les assises nationales, le régime de président Ouad alors avait refusé de participer en les qualifiant d'assises de l'opposition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le PDS a fini par adopter les assises ou bien qu'est-ce qu'ils en disent? Ça, je ne sais pas parce que nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer le candidat, parce que nous ne sommes pas, nous, adressés aux partis politiques, nous nous sommes adressés aux candidats. Donc, je ne sais pas quelle est la position du PDS. C'est vrai que le candidat n'est pas au Sénégal. Le candidat n'est pas au Sénégal. Vous ne lui avez pas envoyé une correspondance? Non, nous ne l'avons pas encore fait. Mais nous pensions qu'il serait là, parce qu'il ne peut pas être candidat et ne pas être là. Et que nous pourrions le rencontrer aussi. Mais malheureusement, cela n'a pas pu se passer. Donc nous ne savons pas. Nous ne sommes pas adressés aux partis politiques du tout, en tant que tel. Au candidat directement. Ouais. Très bien. Alors, je vais peut-être vous laisser, peut-être vous avez un mot à adresser directement au président de la République par rapport à la situation du pays. Moi, le seul message que je peux adresser à M. Macky Sall, c'est qu'il revienne à la raison. Ce pays, le Sénégal, a des traditions démocratiques. Mais ces traditions ne sont pas venues de nulle part. C'est le combat dur, voire quelquefois mortel, de Sénégalais qui ont permis les conquêtes dont nous jouissons aujourd'hui et dont il a joui pour venir au pouvoir. Parce que même le droit de créer un parti politique a été un combat dur qui a coûté à des gens la vie. Le droit de publier une presse en dehors de la presse du pouvoir a été un combat dur. Le droit de créer une organisation syndicale en dehors de la participation responsable du gouvernement a été un combat. Tous ces droits, le droit de manifester, le droit de s'exprimer, le droit de se réunir, ont été acquis de haute lutte dans ce pays. Et lui-même en a profité. Il a pu créer un parti. Il a pu bénéficier des possibilités d'alternance
et arriver au pouvoir politique. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils remettent en cause l'ensemble de ces acquis du peuple sénégalais. Il ne faut pas qu'ils plongent le pays dans le chaos. Parce que si le peuple répond spontanément aux gestes qu'il vient de poser, le pays va tomber dans le chaos. Parce que chacun va se mettre dans un coin et brûler tout ce qu'il peut brûler. Et notre pays va entrer dans le chaos. Il faut donc qu'ils reviennent à la raison, ne détruisent pas les acquis du peuple sénégalais et organisent sans tarder les élections pour nous permettre de choisir son successeur et au pays de continuer sa route et à la jeunesse de construire son avenir. Les élections, les organiser sans tarder, à quelle date? Toujours le 25 février? Moi, je suis pour le 25 février. Ne pas repousser les élections pour un mois. Et le faire en avril? Oui, pourquoi pas? Mars, avril, tout ça c'est possible. Si aujourd'hui il revient à la raison, c'est possible. D'accord. Mamadou Ndoye, merci beaucoup. Leader politique, ancien ministre de l'Éducation et ancien secrétaire général de la LD.